suis Marc-André Etier. Je souhaite la bienvenue à ce webinaire offert par le CRIFPE, donc le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. A le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Annie Malo, professeur à l'Université de Montréal, et Magali Forget, professeur à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour nous présenter donc leurs recherches et puis leurs travaux, leurs publications, etc. Alors, ce qui se passe pour nos formulaires, nos webinaires, d'abord, il faut le dire, ils sont enregistrés. Soyez à l'aise avec ça, s'il vous plaît, sinon vous partez. Mais si vous êtes à l'aise, donc vous allez pouvoir entendre pendant toute l'heure cela et le réécouter. Ou sinon, le dire à d'autres qui pourront le réécouter, que ce soit sur le site du CRIFPE dans quelques jours ou semaines. Ça va être bientôt sur le site, donc ça sera consultable en tout temps par la suite. L'entièreté de la réunion, c'est-à-dire la partie donc qu'on va entendre tantôt avec la présentation, et puis les questions et réponses. Les questions et réponses, je vous le répéterai tantôt, mais c'est moi qui ferai la modération, c'est-à-dire que les gens écriront dans la partie questions et réponses leurs questions, et je les synthétiserai. Parfois, certaines disent la même chose, je les poserai donc à nos présentatrices qui pourront y répondre ensuite, etc. On s'attend à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, peu importe le temps de présentation, ça peut être 20 minutes, ça peut être une demi-heure. L'important, c'est que les présentatrices puissent dire ce qu'elles ont à dire. On est là pour les entendre et ce qu'on va faire dans un instant, alors je le répète, Annie Malo, Marie-Hélène Forgette vont nous présenter ce formule à et par l'écriture du qualitatif. Je suis Marc-André Etier, je suis leur hôte. Et maintenant, c'est à leur tour de parler. Merci beaucoup, mesdames. Je me tais et je vais fermer mon écran. Merci Marc-André. Alors, bonjour à toutes et à tous. Marilyn et moi sommes très heureuses de vous présenter cette conférence intitulée « Se former à et par l'écriture du qualitatif ». Nous l'avons pensée pour rejoindre un auditoire constitué autant d'étudiants et d'étudiantes aux études supérieures que les professeurs qui les accompagnent à titre de direction de recherche ou d'autres personnes œuvrant dans le milieu de la recherche de divers horizons du Québec ou d'ailleurs. Il nous fait plaisir d'accueillir des gens d'un peu partout et de divers horizons disciplinaires. Donc, en fait, nous considérons que les éléments retenus pour la présentation aujourd'hui valent pour toute démarche de recherche, peu importe l'approche méthodologique. Ayant participé à un récent jury de mémoire, je constatais à nouveau à quel point l'écriture est au cœur de la recherche aux études supérieures. Dans le kit de présentation des mémoires et des thèses de l'Université de Montréal, on mentionne que l'évaluation de la thèse doit considérer des éléments tels que la qualité du contenu et de la forme et une contribution importante et significative à l'avancement des connaissances. Or, cet avancement des connaissances, on le fait valoir par l'écriture de recherche, justement. L'écriture est importante dans le rendu de la recherche au moment de la diffusion et de l'évaluation, mais elle est aussi tout aussi importante au cours du processus. Le plan de notre présentation se décline en 4 points. Le premier point va aborder les défis rencontrés par la population étudiante en écriture de recherche, mais il y a toujours des défis en écriture de recherche, même quand on est plus expérimenté. Le deuxième point est le cœur de la présentation. Il concerne un concept de genre textuel pour comprendre les défis rencontrés en écriture. Le troisième point vise à vous partager 2 outils développés pour soutenir l'appropriation de l'écriture de recherche et qui découlent de ce concept de genre textuel. Finalement, on conclura la présentation par une brève conclusion. Donc, nous avons jugé important, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'écriture de recherche, de brosser l'état de la situation des défis rencontrés par la population étudiante. 3 points retiennent ici notre attention. Un premier groupe de défis renvoie à l'influence des expériences passées. Nous pensons ici à la formation universitaire antérieure, que ce soit dans la même discipline, dans une même université, ou que ce soit en ayant effectué des changements d'université, de programme, de tradition épistémologique et méthodologique. Toutes ces expériences influencent les pratiques et les conceptions de l'écriture de recherche. On sait que la persévérance des étudiants et étudiantes est particulièrement mise à l'épreuve pendant la période de rédaction du mémoire ou de la thèse et qu'il y a encore absence ou rare présence de la formation du savoir écrire aux études supérieures.
La période de rédaction est une étape particulièrement sensible et il est judicieux de porter une attention à son accompagnement. Le deuxième point concerne les formes de l'écriture. Elles sont diverses et elles varient. La thèse est une forme distincte d'écriture universitaire de celle apprise au premier cycle et elle est elle-même constituée de plusieurs formes d'écriture. Le processus de la thèse implique, par exemple, d'écrire des fiches de lecture, un journal de bord, des notes d'observation, des transcriptions de verbatim. Les étudiants et étudiantes doivent donc se familiariser avec ces diverses formes d'écriture. Par ailleurs, la thèse comprend elle-même plusieurs genres et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Un troisième groupe de défis renvoie au processus d'écriture lui-même. Ce processus n'est pas rectiligne, mais plutôt itératif. Et la production finale n'est pas le simple compte-rendu du processus effectué pour réaliser la recherche, mais la construction cohérente et logique de l'objet et de la démarche de recherche. Ce faisant, le processus d'écriture et son apprentissage comportent une dimension identitaire. Il demande d'apprendre à se reconnaître comme chercheur légitime aux côtés des chercheurs réputés, voire admirés, qu'il faut apprendre à citer avec justesse et à critiquer avec doigté. C'est ce qu'on appelle gérer la polyphonie des discours scientifiques. Pour surmonter ces défis, les étudiants et étudiantes en recherche doivent déconstruire le mythe de l'écriture solitaire associée à l'idée qu'elle requiert un don, un talent, et déconstruire aussi le fait que cet acte ne s'apprend pas. Donc, pour surmonter ces défis, nous souhaitons montrer que l'écriture de recherche est une compétence qui s'apprend, s'affine et que des outils conceptuels sont disponibles pour soutenir et accompagner son développement. Donc, le premier outil conceptuel que nous vous proposons est celui du genre textuel. Il va nous servir, ce concept-là, à comprendre davantage les défis qui viennent d'être énumérés par Annie. Alors, on va déjà s'arrêter sur qu'est-ce que c'est un genre. Alors, vous avez à l'écran l'exemple d'une une d'un journal, d'un quotidien. Bien que nous soyons parmi nous aujourd'hui plusieurs à ne pas lire l'espagnol, tout le monde a tout de suite compris qu'il s'agissait bien de la une d'un journal. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans notre entourage, nous sommes mis en contact avec ce genre-là assez tôt dans notre vie, quoique de moins en moins présent dans la sphère sociale et publique, mais bon, elle est encore là, il est encore là, le journal. Et donc, les genres sociaux sont des genres qui sont connus de la plupart, de la grande majorité des locuteurs, scripteurs, lecteurs. Même exemple ici, on va rapidement reconnaître la couverture d'un roman. Ainsi, on peut définir le genre textuel comme un ensemble de productions langagières orales ou écrites. Alors nous, ici, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment les productions écrites. Donc, des productions qui, dans une culture donnée, possèdent des caractéristiques dont on va parler tout à l'heure. Ces caractéristiques sont souples, bien évidemment, elles évoluent, mais elles restent relativement stables dans le temps. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure de la une d'un journal que nous reconnaissons encore, bien que de plus en plus, nous lisons le journal sur écran, puisque le journal passe lentement vers un mode numérique. Alors, nos étudiants, lorsqu'ils arrivent au cycle supérieur, sont confrontés à toute une panoplie de nouveaux genres et ce sont des genres qui ne sont pas sociaux, c'est-à-dire des genres, ce ne sont pas des genres avec lesquels nous avons été mis en contact dans la vie de tous les jours. Ce sont des nouveaux genres qui sont très, très formels, qui ont des codes très stricts quand même à suivre et qui demandent un niveau beaucoup plus important sur le plan de l'abstraction, donc qui sont d'un niveau supérieur, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut connaître dans notre quotidien.
Ces genres-là, comme nous n'avons pas été mis en contact avec eux, ben, ils vont demander une certaine appropriation. Et c'est pour ça que quand on voit à l'écran tout ce qu'on a à mieux comprendre et à s'approprier, on comprend pourquoi le défi est grand pour les étudiants. Alors, si maintenant on compare des genres pour peut-être mieux comprendre quelles sont leurs caractéristiques particulières, on va déjà s'intéresser à trois familles, disons, trois catégories de caractéristiques. Les caractéristiques qu'on va dire communicationnelles, qui concernent, bon, dans le jargon de la didactique du français, la situation de communication. On va aussi regarder les caractéristiques textuelles. Autrement dit, on va entrer un peu plus dans le texte pour voir quelles sont ses particularités. Et on va également s'intéresser aux caractéristiques grammaticales et sémantiques. On va faire ça pour deux genres, la problématique et le cadre conceptuel ou théorique. Ce sont des genres qui sont difficiles à s'approprier, qui demandent beaucoup de travail, et on va voir ensemble tout de suite qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui fait, quelles sont leurs ressemblances et aussi qu'est-ce qui les distingue. Donc, si on commence avec les caractéristiques communicationnelles, on voit qu'entre la problématique et le cadre conceptuel, on parle toujours du même énonciateur. Donc, ce sont des étudiantes et des étudiants qui, dans le cas de la problématique, vont avoir davantage une voix argumentative, alors que dans le cadre conceptuel, leur voix va être davantage celle du chercheur qui va expliquer les concepts ou la théorie qu'il aura choisie. On est toujours dans un contexte institutionnel universitaire très normé et on s'adresse, lorsque l'on présente son mémoire ou sa thèse, à un jury qui a donc la tâche d'évaluer la recevabilité de notre travail. Alors, on voit aussi que dans cette situation de communication, il y a potentiellement beaucoup de stress. La variété linguistique est formelle également. Par contre, l'intention de communication va être différente entre la problématique et le cadre conceptuel. Du côté de la problématique, elle sert à présenter son objet de recherche de façon à le faire valoir, à en faire valoir la pertinence scientifique et sociale. Par contre, du côté du cadre conceptuel, c'est le chapitre qui va nous permettre de présenter les concepts ou la théorie qu'on aura convoqués de façon à les faire comprendre. Donc ici, les intentions de communication ne sont pas les mêmes. Si on va maintenant voir quelques exemples. Alors, un étudiant ou une étudiante qui proposerait les phrases suivantes dans une problématique. Je ne suis pas d'accord avec Rabatel sur ce point. Je considère que la notion d'énonciation telle qu'il la présente n'est pas suffisante pour englober tous les phénomènes relatifs au positionnement de l'auteur. Alors, ce qu'on voit ici, dans la variété linguistique qui a été choisie, la version ici se rapproche un peu trop de l'oral, considérant les conventions très formelles auxquelles l'étudiante ou l'étudiant doit se conformer dans la présentation de sa thèse ou de son mémoire. Alors, une réécriture pourrait être celle-ci. La notion d'énonciation présentée par Rabatel n'est pas suffisante pour englober tous les phénomènes relatifs au positionnement de l'auteur. Alors ici, on adoucit, si on veut, le ton, on le rapproche davantage d'une variété de langue formelle soutenue qui est attendue dans un écrit scientifique, comme celui du mémoire ou de la thèse. Un autre exemple, du côté du cadre conceptuel. Alors, il n'instruit pas ici sur le terme de littératie, le concept de littératie.
Donc, la personne n'instruit pas alors que c'est l'intention qui est poursuivie par le cadre conceptuel. Donc, on lit le terme littératie est une notion qui reste à définir de manière circonscrite et on va citer une référence qui date de beaucoup trop loin. Alors ici, l'intention de communication qui est de faire comprendre, de définir les termes, ben, elle n'est pas atteinte. Si on passe maintenant aux caractéristiques textuelles qui différencient la problématique du cadre conceptuel ou théorique. Alors, sur le plan textuel, on a généralement un effacement énonciatif, c'est-à-dire qu'on va globalement, généralement, tenter de ne pas formuler la problématique à la première personne au « je ». On va aussi remarquer une certaine rareté des marques de modalité. Les marques de modalité, ce sont les marques qui, dans le texte, révèlent le point de vue de la personne sur ce dont elle parle. Alors, l'utilisation d'adverbes, d'adjectifs, de certains verbes aussi peut marquer ce que l'on pense d'une chose, alors qu'ici, c'est moins, il y a généralement moins de marques de modalité dans un travail comme celui-là. Il y a une abondance aussi de discours rapportés qui vont être présentés de différentes façons, soit par la citation, aussi par la reformulation, la paraphrase, etc. Et on va retrouver beaucoup de procédés justificatifs et argumentatifs, puisque, évidemment, l'intention, c'est de faire valoir la pertinence de son travail, de scientifique et social de son travail. Du côté du cadre conceptuel, on a sur le plan énonciatif toujours un effacement, puisque nous ne parlons pas de nous, mais bien d'une chose, de quelque chose, d'un concept. Donc, il n'y a pas de place à l'énonciation en « je ». On ne remarque pas non plus de marque de modalité. Ce n'est pas le lieu pour faire valoir ou pour présenter son point de vue de façon marquée, de façon évidente. On va aussi trouver une abondance de discours rapportés puisqu'on va s'appuyer sur les écrits des uns et des autres, mais ici, on va plutôt trouver des procédés de description ou d'explication plutôt que d'argumentation. Si on va maintenant toujours prendre deux exemples pour comparer, alors ici, nous recevrions ce travail du côté de la problématique avec l'envie de donner un commentaire du genre « il y a trop de citations ». Il faut donc réécrire cette problématique afin d'atténuer un peu l'impression que finalement, nous juxtaposons, l'énonciateur juxtapose un ensemble de voix qui ne sont pas la sienne. Donc, l'apprentissage de l'utilisation des voix des autres auteurs pour faire comprendre finalement que l'on adhère ou pas à ces propos-là est un enjeu, évidemment. Donc, ici, on a tout ce qui est souligné, sauf peut-être la première phrase que j'ai oublié de souligner, mais on voit que tout ce qui est souligné est entre guillemets et suivi, évidemment, là, de la référence. Donc, ça va. Mais, donc ici, il y aurait une intégration des voix à faire pour une meilleure lisibilité sur le plan textuel. L'exemple choisi du côté du cadre conceptuel, c'est celui des marques de modalité qui n'ont pas leur place dans le chapitre qui présente les concepts. Alors, on le lit, on peut aussi refuser d'accéder à ce modèle restrictif qui conduit à répéter des patterns et rester coincé dans un modèle circulaire qui ne considère probablement pas assez les changements de toutes sortes qui viennent pourtant teinter chaque époque. Par contre, cette théorie populaire alimente grandement ce qui se dit et s'écrit sur la génération Y.
Alors ici, les mots qui sont soulignés sont des marqueurs de modalité qui n'ont pas leur place dans un chapitre qui présente les concepts ou la théorie. Passons maintenant aux caractéristiques sémantiques et grammaticales qu'on a rassemblées. Donc ici, il s'agit du type de vocabulaire, des expressions qu'on va retrouver, qui sont des expressions canoniques, de l'usage de synonymes qui est proscrit dans ce type d'écriture. Du côté de la problématique, on va trouver plutôt des phrases de type impersonnel ou passive. Donc, c'est sensiblement la même chose de l'autre côté, l'usage des synonymes étant proscrit également, alors qu'ici, les phrases seront davantage de type déclaratif et non pas impersonnel ou passif. Le vocabulaire, évidemment, il est spécialisé. On s'en doute bien. Si on regarde maintenant du côté des exemples que nous avons choisis, du côté de la problématique, on a également ici deux versions. Alors, la première version, écrire pour certains enseignants, c'est connaître les règles grammaticales et les appliquer. Quelle représentation limitée de ce qu'est la rédaction? Ne soyons pas surpris si les élèves éprouvent tant de difficultés. Alors ici, l'usage de phrases exclamatives et de phrases impératives ce n'est pas la place pour utiliser ce type de phrase-là. Alors, on pourrait réécrire, selon la deuxième version, écrire pour certains enseignants, c'est connaître les règles grammaticales et les appliquer. Il s'agit d'une représentation limitée de ce qu'est la rédaction et il ne faut pas se surprendre si les élèves éprouvent tant de difficultés. Du côté du cadre conceptuel maintenant, on a ici l'exemple de l'usage de synonymes qui est évidemment beaucoup enseigné et très encouragé à l'école primaire, secondaire, au lycée, au cégep ici, à l'université, dans les programmes de premier cycle. Alors, on encourage les étudiants, les scripteurs, à faire usage de synonymes pour éviter la répétition des mêmes termes. Alors ici, lorsque l'on arrive au cycle supérieur, il faut exactement faire le contraire, puisque le sens des mots, la définition des mots est très, très, très important. Donc ici, on a l'exemple, plusieurs chercheurs ont révélé des inconsistances entre les croyances pédagogiques et les pratiques des professeurs. Ces incohérences seraient attribuables. Donc ici, puisqu'on est dans la sphère des concepts, il faut toujours utiliser en fait la même terminologie. Annie, ton micro n'est pas ouvert. Merci Marie-Hélène, je l'avais fermé parce que j'ai une petite toux, donc je ne voulais pas déranger. Donc, on arrive maintenant à la troisième partie de la présentation qui vise à vous présenter deux outils pour soutenir l'appropriation de l'écriture de recherche. Comme je l'ai mentionné en introduction, ces outils découlent du concept de genre textuel et on les utilise notamment dans le cadre de l'accompagnement collectif dans des séminaires de recherche, à la maîtrise et au doctorat, comme nous allons le voir. Ils valent aussi pour l'accompagnement individuel offert en tant que direction de recherche. Le premier outil concerne l'accompagnement à l'écriture de recherche et le deuxième, l'accompagnement par l'écriture. Nous avons vu dans le concept de genre textuel de la thèse que parmi les caractéristiques communicationnelles, on précisait que l'énonciateur est l'étudiant et que le destinataire est le jury de mémoire de thèse. On pourrait aussi ajouter comme destinataire la communauté scientifique. Or, dans la thèse, l'énonciateur prend au moins 3 rôles, plus ou moins présents selon le chapitre de la thèse. Dans la problématique, par exemple, on en voit 3, comme dans la diapositive. Les 3 rôles de l'auteur est celui de chercheur, de scripteur et d'argumentateur. Donc, je vous invite à regarder, vous centrer plus particulièrement sur le tableau pour l'instant. Le rôle de chercheur est un rôle neutre. Il renvoie au processus de la recherche et à la terminologie pour le nommer.
Il est associé à des verbes tels que examiner, analyser, comparer ou à des termes canoniques en recherche comme l'objectif, le problème, la question, la méthodologie. Donc, le rôle de scripteur, le rôle de scripteur, le deuxième, renvoie implicitement aux caractéristiques textuelles. Il consiste à guider le lecteur, le destinataire, dans la compréhension de l'organisation textuelle. On parle ici souvent de prendre le lecteur par la main. Ce rôle est transversal à tous les genres de la thèse, à tous les chapitres de la thèse ou du mémoire. Il s'exprime par des mots tels que présenter, aborder ou par des expressions qui servent à situer l'information dans le texte, dans ce chapitre, dans la prochaine section, telle que mentionnée auparavant. Le rôle de scripteur est aussi présent dans les paragraphes d'introduction, les paragraphes de conclusion, dans les phrases de transition entre les chapitres et leurs différentes parties et dans bien d'autres aspects encore. Finalement, le rôle d'argumentateur joue un rôle central, notamment dans la problématique, comme vient de le mentionner aussi Marie-Hélène dans ses exemples. Il consiste à prendre position et à défendre une opinion pour affirmer, contester, évaluer des connaissances, des modèles, des résultats de recherche, des démarches méthodologiques. On recourt pour ce faire à différentes marques de modalités telles que certainement, sans doute, mais ce rôle est plus complexe à gérer. On argumente pour différentes raisons, pour prendre position par rapport à une étude et à juger ses composantes, mais aussi pour préciser l'apport de sa propre recherche en défendant ses choix, ses propositions et ses conclusions. Donc, dans le cadre d'un séminaire de recherche à la maîtrise, j'ai abordé explicitement les trois rôles de l'auteur ou de l'énonciateur dans l'écriture de recherche pour leur défi de recherche. Ensuite, quand j'ai commenté leur travail, j'ai référé explicitement à ces trois rôles. Nous allons voir dans la prochaine diapo des extraits des travaux des étudiants et de mes commentaires. Donc, si on regarde le premier exemple, pour le rôle de chercheur, une étudiante a écrit « Une analyse bibliographique et l'expérience ont permis de constater que… » Ici, elle écrit une analyse bibliographique, mais ce terme pourrait référer autant à un travail de premier cycle universitaire que ici, elle l'utilise dans son devis de recherche. Or, dans le processus de recherche, il y a des termes spécifiques pour nommer ce à quoi elle réfère, que ce soit plus largement la problématique ou la recension des écrits ou encore la littérature dans le domaine. Donc, mon commentaire va comme suit. Je conseille d'utiliser dans le résumé le vocabulaire spécifique au rôle de chercheur. Ce faisant, je conseille aussi à l'étudiante d'utiliser et d'assumer son rôle de chercheur, donc de s'approprier les termes spécifiques à cette démarche. Dans le deuxième exemple, qui réfère au rôle de scripteur, l'étudiant écrit « En effet, malgré leur maîtrise du métier, ces enseignants possèdent une connaissance réduite du programme d'études qu'ils ont la charge d'enseigner et peinent à planifier leur enseignement à moyenne échéance. » Ici, l'exemple du rôle de scripteur ne renvoie pas tant au fait de guider le lecteur dans l'organisation générale, l'organisation textuelle dans les différentes parties de son texte, mais plus globalement à le guider dans la compréhension de son objet de recherche, notamment d'un type particulier d'enseignants, ici les enseignants de formation professionnelle, au Québec. Donc, ici, le rôle de scripteur est aussi de prendre conscience qu'on écrit pour un destinataire qui ne détient pas nécessairement toute la compréhension du contexte de sa recherche. Donc, mon commentaire va comme suit. Tu prends pour acquis que ton lecteur est au fait de la particularité de l'enseignement professionnel, je pourrais rajouter au Québec. Pour mieux le guider dans la compréhension de ton projet de recherche, il y a lieu de décrire le contexte des enseignants dans une partie distincte en l'éclairant sur qui sont ces enseignants, d'où proviennent-ils, quelle est leur formation et leur milieu de travail. Finalement, pour le troisième exemple lié au rôle d'argumentateur, une étudiante en pédagogie des sciences médicales écrit « Tel que discuté au chapitre précédent, force est de constater qu'il existe peu de données quant à la perception des médecins superviseurs de l'évaluation formative du professionnalisme. » Ici, l'étudiante assume son rôle d'argumentatrice pour justifier la pertinence de son projet de recherche. Cependant, mon commentaire va comme suit. Tu utilises ici un argument d'autorité. Force est de constater.
Afin de mieux argumenter la pertinence de ton projet, je te suggère de mobiliser un autre type d'argument plus convaincant. D'autant plus que le lecteur que je suis ne peut abonder dans le même sens que toi, puisque peu de connaissances lui ont été fournies à cet égard dans ce qui précède, contrairement à ce qui est avancé. Donc ici, on remarque par la même occasion que cette étudiante joue aussi le rôle de scriptrice en écrivant tel que discuté au chapitre précédent. Elle situe le lecteur dans l'organisation textuelle de son devis. Le deuxième outil, présenter les 3 rôles et y référer quand je commence le travail des étudiants permet de démystifier l'écriture du devis et on peut porter attention à l'un ou l'autre des rôles au fil des écritures, des relectures ou de l'évaluation. Le deuxième outil que j'utilise réfère à l'accompagnement du processus de recherche à former par l'écriture. C'est un outil qui vise à soutenir les étudiants à apprendre de leur processus d'écriture en se relisant, mais avec un objectif en tête. En devenant le lecteur de leur texte, en se mettant dans le rôle du destinataire, c'est-à-dire en adoptant une posture d'écriture seconde, une posture réflexive sur leur acte d'écrire. Dans le cadre d'un séminaire de doctorat 1, donc au tout début du cheminement au doctorat, j'ai fait une activité pour aider les étudiantes et les étudiants à passer de l'analyse individuelle des lectures à la synthèse de l'état des connaissances. Un aspect souvent faible dans les examens généraux de doctorat et qu'on retrouve aussi, par exemple, dans la recension des écrits, dans la thèse ou dans le mémoire. Donc, je leur ai demandé d'arriver au cours avec une synthèse de 3 lectures. On a revu ensemble, au cours, le critère d'évaluation relatif à la synthèse pour l'examen général de doctorat et on a distingué les 2 processus, donc l'analyse et la synthèse. L'analyse réfère à la décomposition d'un texte en ses différentes constituants. La synthèse, quant à elle, consiste à recomposer, à réunir différents éléments dans un tout qui construit une nouvelle organisation. Ensuite, après avoir vu ces deux processus, je leur ai demandé de relire leur texte en portant attention à la qualité de la synthèse écrite et de la retravailler le cas échéant. Pour ce faire, je leur demandais d'utiliser les fonctions avancées de Word, utiles pour la mise en forme et la relecture, notamment les suivis de révision. Voyons un exemple tiré d'un étudiant dans le domaine de l'évaluation en langue seconde. Dans le travail de cet étudiant, il y avait une brève introduction, 3 parties et une conclusion. Dans l'introduction, il mentionne que la catégorisation des jugements évaluatifs est faite en fonction de différents critères et que les 3 articles à l'étude présentent respectivement une variable. Il nous présente ces 3 parties qui sont organisées en présentant chacune une variable associée à un article. Ici, on est dans la présentation de l'analyse de chacun des articles. C'est ce que plusieurs appellent un collage de résumés. On n'est pas dans une synthèse de connaissances. Dans la deuxième version produite dans le cours après la relecture de sa première version, le texte de l'étudiant est toujours organisé d'une introduction, de 3 parties et d'une conclusion. Toutefois, plus de liens sont établis entre les 3 références. Dans son introduction, l'étudiant annonce la catégorisation des jugements évaluatifs en fonction de différents critères. Donc, il est toujours sur les catégorisations des jugements évaluatifs, mais les 3 articles à l'étude suggèrent différentes catégories qui diffèrent de façon significative en fonction de l'importance accordée à l'un ou l'autre ou à certains des critères ou à d'autres. Ces critères se présentent différemment dans les 3 articles, tout en ayant en commun d'autres points. Maintenant, ces 3 parties sont nommées différemment. Et donc, c'est sur la base de ces points communs et de ces distinctions que l'étudiant organise ces 3 parties. La première section s'intitule maintenant « La catégorisation des personnes évaluées » et représente un point commun entre les 3 références. La deuxième section, l'impact du biais cognitif sur les pratiques évaluatives, s'appuie sur un point commun dégagé de 2 des 3 articles. La troisième partie, l'impact des facteurs
graphique sur les pratiques évaluatives s'appuie sur un point commun entre les 3 articles. Dans sa deuxième version, une section ou une partie est une dimension créée par l'étudiant issue des points communs entre plusieurs auteurs. Il s'agit davantage d'une synthèse ici, c'est-à-dire la recomposition dans un tout qui construit une nouvelle organisation. J'ai pu voir aussi les traces de l'étudiant sur son propre texte. Donc, il a appris par l'écriture. Donc, il a supprimé, ajouté, déplacé du texte, il a créé de nouveaux intertitres différents des catégories de celles des auteurs qu'il cite. Il a développé et démontré la capacité à mettre son texte à distance, à se questionner et à évaluer la qualité de son texte en regard du critère attendu. D'autres stratégies aussi peuvent être utilisées, comme ici, là, mettre du texte en couleur, le mettre en crochet, se faire des commentaires à soi-même au fil du texte, se faire des commentaires là, par des bulles de suivi de révision. Donc, il y a différentes façons quand on se relie pour s'assurer de bien rencontrer les différentes caractéristiques de texte attendu. Alors, ce qu'Annie vient de présenter illustre la posture d'un étudiant qu'on pourrait juger qu'on pourrait nommer, qualifié de première selon Bucheton, dans la mesure où cet étudiant-là avait une voix énonciative un peu en patchwork, c'est-à-dire qu'il avait juxtaposé, en fait, l'analyse de 3 articles, ce qui n'est pas le but de l'exercice qui était demandé. On va voir aussi chez les étudiants, quand ils démarrent leur projet, des informations trop implicites, donc une difficulté justement à tenir son lecteur par la main. Et une progression aussi souvent incohérente, c'est-à-dire qu'au début d'un travail, on va être amené beaucoup à déplacer du texte justement parce que quelque chose est abordé, on va sur autre chose et on revient sur l'élément dont on parlait. Alors ici, il y aura un travail sur la progression textuelle à faire, là, c'est ce qu'on remarque dans le travail des étudiants. Aussi, les étudiants qui sont dans une posture qu'on qualifie de première vont souvent présenter une version de leur travail qui n'a pas été beaucoup revue, relue, retravaillée. Donc, on a plutôt accès aux versions première, deuxième d'un travail. Plus l'étudiant progresse dans le développement de sa compétence en écriture, plus il s'approprie les genres formels qui sont la thèse, le mémoire, etc., plus on va voir le développement de ses capacités de synthèse. C'est exactement ce qu'Annie a montré avec l'exemple qui précède. L'étudiant était maintenant en mesure de produire, de réorganiser et de produire lui-même sa propre compréhension. On voit aussi le développement d'une position plus personnelle et aussi des capacités de se mettre à distance et donc de pouvoir se placer davantage à la place de son lecteur. Finalement, quelqu'un qui parvient à avoir développé une posture que l'on va qualifier de seconde, les indices vont se trouver dans son texte. On va voir une voix énonciative beaucoup plus affirmée, une capacité à prendre le lecteur par la main tout au long de son texte, une progression beaucoup plus cohérente entre les sections et à l'intérieur des paragraphes. Et aussi, ce sera quelqu'un qui aura compris que 100 fois sur le métier, on doit remettre notre ouvrage et que donc, le travail se construit à travers plusieurs versions des textes à écrire. En somme, se former à et par l'écriture de recherche, ben oui, c'est difficile. Les étudiants le disent, les directions de recherche le constatent. Il y a beaucoup la nécessité de s'approprier plusieurs nouveaux genres, on l'a vu tout à l'heure.
On a parlé ici que de 2 exemples, de 2 chapitres, mais pensons aux communications orales que nos étudiants sont amenés à faire dans leur première tentative de participation dans des colloques. Pensons aux premiers articles scientifiques ou professionnels qu'on les invite chaleureusement à écrire pour partager leurs travaux. Tous ces genres-là demandent une appropriation de l'apprentissage et c'est difficile, évidemment. Quelques outils ont été présentés tout à l'heure, donc le concept de genre étant central ici dans notre présentation, et Annie a montré comment elle s'en était servie en faisant aussi des liens avec les rôles que les scripteurs doivent adopter, donc celui de chercheur, d'argumentateur et de scripteur. Et aussi les outils qu'elle utilise par exemple en commentant le travail de ses étudiants et même en les amenant à faire des exercices de réécriture, ce qui est très, très formateur. Il en existe d'autres, bien comprendre le contexte d'écriture, tenir un journal de bord, avoir des périodes de réflexion sur le processus d'écriture avec ses étudiantes et ses étudiants. S'entourer, participer à des journées de rédaction, s'asseoir ensemble, l'apport du collectif dans l'apprentissage et le processus d'écriture est fondamental, très, très soutenant aussi pour les étudiants. Donc, nous espérons que ces quelques outils conceptuels, autant que concrets, vous auront aidé à trouver des pistes pour soit aider vos étudiants ou apprendre vous-même à vous former à et par l'écriture de recherche, notamment du qualitatif. Merci, Mme Forget. Merci, Mme Malo. Avant de commencer avec les questions dans leur ensemble, il y en a quand même une qui a été posée pendant la discussion, à laquelle je vais pouvoir répondre très simplement, je crois. Est-ce qu'il existe un cours, un atelier, un programme de mentorat ou même un livre pour les étudiants et étudiantes qui veulent se former? Alors, je vous laisse le dire. Oui, donc la présentation est basée sur notre expérience d'édition de l'ouvrage qui porte le même titre que la présentation, là, se former à et par l'écriture du qualitatif. Donc, qui tourne beaucoup autour du qualitatif, mais comme vous avez pu le voir aujourd'hui, là, puis nous, ce qu'on a retenu, c'est aussi des éléments qui peuvent autant être pertinents pour la recherche quantitative là, dans l'écriture de la recherche. Bien, merci. Donc, c'est un ouvrage collectif, là. Donc, chacun des chapitres est porté par un auteur ou un groupe d'auteurs. Mais nous, on a puisé là, à différents chapitres, justement, là, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est qui est accessible là, sur l'Internet là, pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec, là, facilement accessible. Très bien, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Et puis, les choix que vous avez faits d'exemple nous éclairaient, en effet. Il y aura d'autres questions qui vont venir. Mais entre-temps, j'ai ma première question, c'est la mienne. On a parlé tantôt de l'effacement des énonciateurs, et puis, en effet, c'est coutumier de faire ça, c'est, je crois, important. Mais en même temps, il y a aussi une tendance où on veut que l'énonciateur puisse dire au lecteur sa positionnalité. Par exemple, un exemple au hasard, là, mais un homme blanc, francophone, genre hétérosexuel au Québec aujourd'hui, francophone, pourrait, vraiment au hasard, je passe à personne en disant ça, pourrait pourrait dire, moi, j'ai cette position-là, et puis pour travailler une question spécifique, peut-être que je suis pas la personne la mieux placée, ou j'ai mes arrière-plans théoriques ou autres. Comment fait-on pour concilier les deux? Là, j'ai même pas dit qu'il y avait plus de 50 ans en plus. Alors, comment faire pour tenir compte du fait qu'on veut que le lecteur puisse se sentir à l'aise dans sa lecture en comprenant bien qu'il est face à un travail de recherche sérieux où on essaie de faire la part des choses, mais où en même temps, on admet, parce que c'est pertinent, j'imagine, qu'on a une position qui peut teinter notre regard. Je pense et c'est vraiment pas l'exemple que je donnais tantôt, mais un étudiant que j'ai eu qui a fait une thèse, un mémoire de maîtrise sur l'enseignement dans une réserve de Première Nation, là,
l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada au primaire, ben, et c'est important de le mentionner, c'était central, je pense qu'il le dit, il l'a fait. Mais comment fait-on ça comme il faut? Parce que c'est pas simple, c'est une nouvelle question pour plusieurs. Ça va à l'encontre de l'effacement qui était obligatoire Oui. complètement, avec même le nous ou le il. Donc, comment fait-on? Ben, S'il y a une réponse. je peux peut-être commencer, Marie-Hélène, puis tu compléteras. Là, je pense ici, on touche justement à des traditions épistémologiques où les normes sont différentes, peuvent différer, là, qualitatives, quantitatives, mais même dans le qualitatif, là, il y a différentes déclinaisons. Ou est-ce qu'on prend position ou on livre de quel point de vue, de quelle position on parle là aussi, là, comme énonciateur. Donc là, la réponse peut différer en fonction des traditions, mais si on le fait, moi, dans le cadre du cours, entre autres, là, puis souvent, je leur dis, je leur demande de le faire en introduction. Donc, l'introduction situe l'émergence de la question du problème, comment s'y intéresser, surtout aux études supérieures, là, dans ces genres-là. Moi, je trouve, et c'est très éclairant souvent aussi. Là, on comprend qu'est-ce qui a été à la source de ce projet-là. Et qui permet aussi, parce qu'un des principes dans la recherche qualitative, c'est d'être transparent par rapport au processus. Et donc, qu'est-ce qui a pu colorer? Parce qu'on ne parle pas nécessairement de biais dans la recherche qualitative, mais de subjectivité, justement. Et donc, prendre conscience, donc d'être réflexif, hein, si on reprend l'idée de la posture seconde, d'être réflexif par rapport à sa démarche de recherche. C'est aussi être conscient de sa subjectivité, puis qu'est-ce qui a pu colorer, tout le temps dans ses forces que dans ses limites, la démarche de recherche. Ouais. Savoir qu'on... Oui, vas-y, Magali, Madame Forger. J'ajouterais un outil aussi qui m'a été proposé par un de mes formateurs dans le cadre de recherche compréhensive, hein, de recherche qualitative compréhensive où la part du chercheur est très, très grande, la part du ou de la chercheuse est très, très grande. Donc, de réserver une section dans sa méthodologie assez au début de la méthodologie pour poser sur papier les référents théoriques, bien sûr, mais aussi les repères théoriques et les référents de notre univers qui sont les nôtres. De poser ça sur le papier. Donc, Annie propose de le faire en introduction. Puisque la recherche qualitative compréhensive appelle des méthodologies, donc, comme je le disais, où le chercheur a beaucoup de place, ben, il est parfois aussi intéressant, pertinent de réserver une section où on dit « voici d'où je lis ». Voici d'où je pars et voici la fenêtre à travers laquelle je vais regarder mes données. Voici mes valeurs aussi, hein, parce que ça aussi, ça vient teinter. Alors moi, personnellement, dans le travail de thèse que j'ai fait, j'ai mentionné que j'avais une vision capacitaire des élèves et que donc, il y avait toutes les chances que je trouve ce dans quoi ils sont bons, que je trouve des compétences chez les élèves et non des déficits. Donc, le poser quelque part dans son travail montre aussi beaucoup de rigueur intellectuelle. Donc, c'est tout à fait une question tout à fait pertinente qui est vous posée. Ouais, et qui permet, j'imagine, de dire aussi, par exemple, là, je vois de la montagne du côté ouest, mais je suis conscient que je ne la vois pas du côté est, alors peut-être qu'il y aura autre chose. Oui. Enfin, je dis est, ouest, mais non, Oui. merci. Dans le même ordre d'idée, quelqu'un a posé une question plus spécifique un peu par rapport à cela, sur l'usage du nous et du je. À quel moment on utilise le nous et le je? Dans quel chapitre on fait? Est-ce qu'on est uniforme? Probablement une forme d'uniformité nécessaire, mais si on doit changer, quand le fait-on? C'est la question qui a été posée.
Ben, déjà, le choix du je marque déjà une position épistémologique, méthodologique, marque la voie énonciative aussi que l'on souhaite adopter. Donc déjà, on va choisir au départ si on va plutôt utiliser le nous de modestie ou alors le je aux endroits qui sont propices pour le faire. Si je reviens à l'exemple d'une recherche compréhensive, ben, c'est sûr que les résultats qui émergent d'une analyse d'un chercheur compréhensif, ben, ce sont des résultats à travers ses yeux à lui ou à elle, à travers la fenêtre qu'il aura bien ou qu'elle aura bien cadrée. Alors, quand on présente les résultats à ce moment-là, ben, je pense qu'on peut dire que c'est moi qui le vois de cette façon. Alors là, c'est pertinent d'utiliser le « je ». Personnellement, je l'ai fait aussi dans la méthodologie. Je l'ai fait aussi au jeu dans la méthodologie, puisqu'on présente son épistémologie, l'épistémologie dans laquelle on s'inscrit. Alors, on parle évidemment aussi à ce moment-là au jeu. Annie, je ne sais pas si toi, la discussion aussi peut-être peut être à certains égards. Oui, ben, c'est une bonne question. Je ne me suis pas penchée à savoir. Bon, je le verrais moins, là, disons, où est-ce qu'on le voit plus, où est-ce qu'on le voit moins dans le chapitre, dans le cadre conceptuel, méthodologique, là, on présente les concepts. Donc là, On n'est pas là. nous qui faisons les choix, là, mais c'est pas la manière de le présenter. Mais pour moi, ce qui est important, c'est parce que c'est une certaine conception de la construction des connaissances, donc une certaine épistémologie, donc que ça soit cohérent avec l'épistémologie qu'on avance justement dans le chapitre méthodologique. Donc, il reste des zones floues, je dirais, là, où est-ce qu'on le fait directement dans la problématique? Il y aurait peut-être lieu de le faire aussi dans la problématique quand au moment où on argumente plus la pertinence de sa recherche. Mais je pense que ça reste dosé quand même. Ça doit demeurer dosé parce que la recherche, c'est aussi prise de distance. C'est une prise de distance, justement. Donc, c'est pas un discours, un texte d'opinion. Donc, il y a un certain équilibre à avoir dans cette formulation au jeu. Puis, il y a des chapitres qui en traitent, pas entièrement, mais qui abordent cet aspect-là. Ah, d'accord, c'est présent dans le livre, très bien. Mais je comprends, en tout cas, je retiens que la question de la cohérence est importante aussi par rapport à notre position épistémologique elle-même dans le choix du pronom qu'on utilise. Merci. Tout à fait. Il y avait une autre question qui était posée par rapport au genre littéraire qu'il faut utiliser selon la section, entre autres dans la section de présentation des données. Est-ce qu'il y a un genre particulier qui serait plus important à favoriser pour bien faire la présentation des données? Mais le chapitre de la présentation des résultats est en soi un genre. Alors, et on va beaucoup dans ce chapitre-là décrire ce que l'on a constaté, trouvé. Donc, on est beaucoup dans la description. Donc, chacun des chapitres d'un mémoire ou d'une thèse constitue un genre en lui-même, en soi. Et il convient de bien comprendre quelles sont les caractéristiques qui doivent prévaloir dans chacun de ces chapitres-là. Alors oui, le chapitre résultat est un genre en soi et je dirais rapidement qu'on est vraiment dans la description très fine, étape par étape, très fine et très détaillée, vraiment pour dérouler un peu là, le travail qui a été fait durant l'analyse. Annie, et ce, quelle que soit la nature du corpus, par exemple, si c'est un corpus qui traite de vécu personnel des personnes qu'on a rencontrées, est-ce que j'imagine que c'est la même chose, c'est ce que vous dites là, qui s'applique? Oui, bien sûr, il y a différentes options possibles dans la présentation des résultats, de très descriptifs, quand même à plus pas synthétique, mais plus articulé en termes de catégories de chercheurs, puis de vécu ou de catégories des participants. Mais je dirais pour distinguer, là, oui, le descriptif, mais l'erreur qu'on voit
quand il y en a, là, c'est justement là, d'associer des éléments d'analyse, de convoquer des auteurs externes aux résultats. Donc, dans le chapitre de résultats, ce à quoi on s'attend, c'est qu'on nous présente les résultats de la recherche, non pas qu'on les discute. Les discuter relève d'un autre chapitre. Bon. Après ça, il peut y avoir des nuances, là, les genres, comme l'a mentionné Marie-Hélène, sont souples, donc il peut y avoir. Mais l'essentiel du chapitre de résultats, c'est de présenter les résultats de votre recherche. Donc, et d'en montrer toute l'ampleur et la richesse, là, c'est ce qui est attendu. Un autre exemple, peut-être pour rebondir là, sur la question en qualitatif, souvent on va exemplifier aussi. Alors, on va présenter un résultat, mais on veut le faire comprendre. Alors, on va utiliser des exemples. Et c'est là peut-être que quand on parle du vécu des participants, bien, on va aller chercher des extraits, par exemple, d'entretiens qu'on a menés auprès d'eux pour illustrer ce que l'on veut dire. Donc, il y a beaucoup de descriptions et aussi de l'exemplification dans ce type de recherche-là, ce qui sera peut-être moins le cas dans d'autres types de recherches là, où les résultats sont, j'aime bien le mot, le plus synthétique. Là, voilà. Ben, ça m'amène à une autre question qui était posée, qui était comment passer de l'analyse à la synthèse. La question est large, je comprends, mais il y a quand même des éléments, j'imagine, qui peuvent dont on peut parler maintenant, même s'il ne reste pas 3 heures, là, seulement quelques minutes, mais on me demande donc comment passer de l'analyse à la synthèse. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'on parle le chapitre de présentation de résultats qui serait appelé à ce moment-là analyse et un chapitre plus de discussion ou plus de l'ordre de ce que j'ai présenté, là, de l'analyse des écrits dans le domaine et en faire la synthèse, là, c'est ça. Je dirais Non, mais en fait, c'est pas précisé, mais on se demande comment passer donc de l'analyse à la synthèse. Je suppose que j'en comprends en tout cas avec la formulation que j'ai sous les yeux, c'est qu'on veut savoir comment, après avoir analysé toutes les données qu'on avait, comment on les synthétise dans un chapitre rapport, à quel moment ça se trouve, etc. En tout cas, je peux peut-être commencer, Annie, puis tu pourras compléter. Si on prend l'exemple de la recension des écrits qu'on va présenter parfois en problématique, parfois au début du chapitre du cadre, là, dépendamment des choix qu'on fait, mais ce qu'on remarque sur le plan textuel dans la différence entre quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse versus quelqu'un qui est plutôt dans la synthèse, c'est justement la juxtaposition dans la présentation des écrits qui sont convoqués, qui ont été choisis pour problématiser. On a parfois une juxtaposition. Alors, tel auteur dans telle recherche a dit ceci. Ensuite, tel autre auteur dans telle autre recherche a dit ceci. Et ainsi de suite. Alors là, on est plus dans une étape où on est en mesure d'analyser, mais on n'a pas encore intégré le tout. Alors que dans l'exemple que donnait Annie tout à l'heure, bien, son étudiant, au lieu de juxtaposer les recherches qu'il avait convoquées, donc l'analyse des recherches qu'il avait convoquées, il est arrivé à un peu ressortir, bien, qu'est-ce que je peux dégager de l'ensemble de ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je peux dégager de pertinent pour mon projet? Et donc là, bien, de rassembler sous un même titre, en fait, tous les auteurs qui ont parlé d'une manière ou d'une autre de cet élément-là. Alors là, on serait plus dans un exercice de synthèse. Et c'est un exercice qui est non seulement utile, mais nécessaire pour présenter la problématique. C'est ça aussi, problématiser, hein? C'est aller voir ce que plusieurs personnes en disent, mais en dégager ce qui nous semble être un problème. Donc, le travail de synthèse est au cœur, je pense, de la problématisation, là. Parce qu'il a fait un texte indépendant, non pas un texte dépendant dans le fond des autres. Absolument.
Oui. Un des éléments qui avait été apporté à la question là, pour l'apprécier, c'était celui de l'ordre de la présentation, de la synthèse, de l'analyse de la synthèse, mais je pense que ça répond bien à cette question-là. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 13 heures pile, d'ailleurs. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir fait cette présentation. La Forget de l'UQTR, Mme Marley de l'UQAM. Merci à toutes les deux. C'était très intéressant, très formateur. Il y a eu beaucoup de commentaires de cet ordre-là pour vous remercier de la clarté et de l'utilité de vos présentations. Alors, je me fais le porte-parole de ces personnes qui vous en remercient. Et puis, ben, je convie les gens à l'écouter de nouveau, à faire savoir aux autres que ça existait pour l'entendre, mais surtout à lire le livre, à acheter, à lire le livre, ou l'emprunter, peu importe, mais le lire en tout cas, au besoin, et à vous contacter peut-être s'il y a lieu. Mais en attendant, en tout cas, on va vous réécouter au besoin sur le site du CRIFPE. Merci beaucoup, mesdames, et à bientôt.